Bonjour. En résumé, les différences entre les divers épisodes attribués à la peste sont trop marquées. Les symptômes, les taux de mortalité, le rythme et l'étendue de la propagation varient considérablement. Même la présence de rats dans l'épisode moderne ne suit aucune logique claire. Certaines villes infectées ont été épargnées. Alors, que s'est-il vraiment passé? Dans cette vidéo, je voudrais proposer une thèse qui, je crois, mérite d'être discutée. Un point commun saute aux yeux. Chaque épisode est survenu dans des contextes de guerres ou de catastrophes naturelles majeures pouvant provoquer la malnutrition. Les guerres directement en impactant l'approvisionnement en denrées alimentaires et indirectement par des conséquences économiques aboutissant à un appauvrissement des populations. Et si la cause n'était pas un agent pathogène, mais au moins en partie une carence sévère en acide ascorbique, c'est-à-dire en vitamine C? En effet, elle peut provoquer des symptômes proches de ceux attribués à la peste. Saignements gingivaux et donc buccaux, hémorragie, lésions cutanées allant de petites taches rouges ou violettes à des ecchymoses plus larges. Dans sa forme grave, appelée scorbut, cette carence peut se développer en seulement 2 à 3 mois, en conséquence d'un régime pauvre en fruits et légumes frais. Et sans traitement, elle est mortelle, comme le confirme l'Organisation mondiale de la santé. Le cas d'Athènes est particulièrement révélateur pour tester cette hypothèse. En effet, l'épidémie supposée n'aurait touché que la cité athénienne, épargnant le reste de la Grèce, ce qui remet sérieusement en question l'idée d'une contagion de type bactérien. Elle a éclaté en 430-429 avant Jésus-Christ, alors que la guerre du Péloponnèse qui opposa Athènes à Sparte faisait rage depuis un an. Ce conflit qui affaiblit profondément Athènes était d'ampleur susceptible de perturber gravement les chaînes d'approvisionnement, surtout pour Athènes, qui, enfermée dans ses murs, dépendait de l'importation de denrées alimentaires, une dépendance accrue dès le début du conflit. En effet, en 431 avant Jésus-Christ, Périclès fit venir la population rurale à l'intérieur des murs de la ville pour la protéger des attaques spartiates. Cette concentration soudaine de population augmenta la pression sur les ressources et la production agricole locale a dû chuter drastiquement. À cela, ajoutons que la ville fut assiégée par Sparte dès 431. D'où des pénuries de nourriture fraîche, en particulier de fruits et légumes, les principales sources de vitamine C. Des carences alimentaires similaires au cours de longs sièges ou blocus navals sont connus pour avoir causé le scorbut, comme lors des croisades et des guerres napoléoniennes. Son armée fut également fortement touchée, car Athènes s'appuyait sur sa marine. Mais les marins
isolés de sources alimentaires fraîches étaient particulièrement vulnérables. Les Spartiates, eux, restaient sur la terre ferme avec un accès permanent aux fermes, vergers et produits de leurs serfs, les Ilotes qui continuaient à cultiver les terres même en temps de guerre. Notons que, contrairement à Athènes, il s'agissait d'une population dispersée et non entassée dans une ville essentiellement rurale et autosuffisante, avec un mode de vie agraire. Leurs terres fertiles leur assuraient un accès direct à une alimentation issue de l'agriculture locale. Ils étaient donc bien moins exposés aux effets d'un siège prolongé. Par ailleurs, leur régime alimentaire, bien que frugal, incluait très probablement des aliments riches en vitamine C, figues, olives, plantes vertes sauvages. Ce scénario expliquerait pourquoi seule Athènes fut touchée, et il semble tout à fait plausible que l'épisode dramatique qu'elle a vécu ne soit pas dû à une maladie infectieuse, contagieuse, mais à une carence nutritionnelle, en l'occurrence une carence sévère en acide ascorbique. Cette hypothèse pourrait également expliquer pourquoi aucun grand épisode aux symptômes compatibles avec ceux de la peste n'est décrit dans les textes indiens ou chinois, selon le sinologue Paul Buell. En effet, la médecine chinoise reconnaît depuis plus de 2000 ans le lien fondamental entre nutrition et santé. Elle avait déjà développé des approches thérapeutiques centrées sur les aliments. Le moine Faxian au 5e siècle rapporte que des marins chinois emportaient du gingembre pour prévenir les maladies lors de leurs voyages en mer. Au XVe siècle, la flotte de l'amiral Zheng He transportait même de grands conteneurs de terre sur les ponts de ses navires pour y cultiver des légumes frais. De même, l'Ayurvède indien insiste depuis des millénaires sur le rôle central de l'alimentation dans la santé et la prévention des maladies. Des textes fondateurs comme le Sushruta Samhita et le Charaka Samhita recommandent l'usage de fruits et plantes médicinales dont beaucoup sont aujourd'hui reconnus comme riches en vitamine C. Alors, comment expliquer qu'une carence en vitamine C ait pu survenir en Chine et en Inde au XIXe et au début du XXe siècle? Le colonialisme constitue ici un facteur déterminant. Encore plus que des guerres, il a détruit les infrastructures locales, notamment agricoles et médicales, et remplacé les savoirs ancestraux par ceux des puissances coloniales. Cette rupture dans les pratiques traditionnelles, notamment alimentaires, a pu entraîner des déséquilibres nutritionnels, voire des états de malnutrition. Par ailleurs, l'épisode moderne dit de peste aurait commencé dans la province du Yunnan en Chine vers le milieu des années 1850, à une époque de grande instabilité. La rébellion des Pantais,
un soulèvement musulman majeur qui a duré de 1856 à 1873 a dévasté l'agriculture locale, provoquant famines et pénuries alimentaires. Or, le scorbut ne nécessite que quelques mois de carence pour se manifester. Par ailleurs, un facteur unique caractérise la Chine coloniale: l'usage massif de l'opium, introduit et imposé par les puissances coloniales britanniques et françaises à la suite des guerres de l'opium commencées en 1839. Au XIXe siècle, une grande partie de la population chinoise était devenue dépendante à cette substance. Or, l'opium est connu pour perturber la digestion et l'absorption des nutriments. Réduction des sécrétions digestives, altération de la capacité des fluides à se déplacer, et dans les cas d'usage chronique, déséquilibre du microbiome intestinal qui joue un rôle crucial dans l'assimilation des nutriments. Il n'existe pas encore d'études directes concernant l'effet de l'opium sur l'absorption spécifique de la vitamine C, mais certaines données existent. On sait par exemple que des opioïdes comme la morphine se lient au glutathion, une molécule impliquée dans le recyclage intracellulaire de la vitamine C. Cette interaction pourrait donc réduire sa disponibilité active dans l'organisme. Une étude suggère même que des doses élevées de vitamine C pourraient atténuer les symptômes de sevrage et réduire la consommation d'opioïdes, ce qui laisse penser qu'il pourrait exister une corrélation directe. Plus la consommation d'opioïdes est élevée, plus les niveaux de vitamine C dans le corps chuteraient-ils? Bien sûr, des recherches expérimentales plus approfondies sont nécessaires pour conclure que la prise d'opium perturbe significativement l'assimilation en vitamine C. Mais sur la base des éléments disponibles, la question mérite d'être posée sérieusement. Cela dit, l'addiction à l'opium touchait toute la Chine et à un moindre degré des régions en Inde comme le Bengale. Or, celles-ci, notamment Pékin, c'est-à-dire Beijing, ont été quelque peu épargnées par ce que l'on suppose être la peste. Cela suggère que l'addiction à elle seule ne suffit pas pour expliquer les symptômes. Elle ne ferait que contribuer à une carence, laquelle, pour devenir grave, doit être aggravée par d'autres facteurs. Dans la province du Yunnan, comme on l'a vu, c'est la guerre qui a dévasté l'agriculture et plongé la population dans la malnutrition. Un point important est qu'on ne revoit ces symptômes ailleurs, notamment à Hong Kong, qu'en 1894, soit près de 40 ans plus tard. L'éruption de Krakatoa en Indonésie en 1883, une explosion volcanique des plus catastrophiques dans notre histoire, estimée de niveau 6 sur une échelle qui va jusqu'à 7, pourrait expliquer ce délai et être le facteur aggravant. Elle a projeté d'énormes quantités de dioxyde de soufre et de cendres dans la stratosphère, modifiant le climat mondial pendant plusieurs années.
Cette éruption a entraîné une réduction significative de la lumière solaire, un hiver volcanique provoquant de mauvaises récoltes dans plusieurs régions du globe. Moins de lumière signifie une perturbation du métabolisme des plantes. Par ailleurs, les particules de sulfate en suspension dans l'atmosphère sont connues pour provoquer un stress oxydatif et des perturbations physiologiques chez les plantes, ce qui réduit leur teneur en acide ascorbique, autrement dit en vitamine C. Résultat, des populations devenues vulnérables par l'opium pourraient alors avoir basculé dans la carence grave. Or, ce sont précisément les zones se trouvant directement sur la trajectoire des aérosols du Krakatoa portés par les vents stratosphériques, c'est-à-dire les régions côtières de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est, Hong Kong, Bombay, ainsi que la région de la Mandchourie au nord-est de la Chine, qui ont été les plus touchés par ce qu'on dit être la peste. Si l'on admet que ces épisodes pourraient être dus à une carence en vitamine C, on comprend pourquoi seules ces régions ont été affectées. Ajoutons que l'éruption du Krakatoa n'a pas été un événement isolé. Elle a été suivie de 2 autres éruptions importantes en Asie. Celle du mont Bandai au Japon en 1888 et celle du mont Mayon aux Philippines en 1897, toutes deux classées niveau 4. Ces irruptions ont pu prolonger les effets délétères sur l'environnement et la nutrition, contribuant à maintenir un contexte de fragilité alimentaire pendant plus d'une décennie. Ces indices pris ensemble montrent qu'une carence en vitamine C pourrait être l'une des causes principales des épisodes attribués à la peste. Mais cette hypothèse tient-elle aussi pour les plus célèbres d'entre eux? Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans les 2 cas emblématiques, la peste justinienne et la peste noire du Moyen Âge. Merci.